Bonjour les justiciables, ici Karim Mouzelga, avocat au barreau de Versailles. Si vous avez des enfants dans votre entourage, soit parce que vous êtes parent ou bien parce que vous travaillez avec les enfants, alors cette vidéo va sûrement vous intéresser. Plusieurs personnes m'ont demandé d'aborder ce sujet qui est celui du harcèlement scolaire. Il est vrai que c'est un phénomène qui est un véritable fléau et qui cause d'énormes souffrances, puisque les enfants qui sont victimes de harcèlement à l'école vont même jusqu'à la dépression ou même à la tentative de suicide. Et pour sensibiliser l'opinion, on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Internet, des vidéos, des images, des courts-métrages destinés à réveiller les consciences. And this is the impact bullying has. Dans le même temps, le gouvernement multiplie les campagnes de prévention. Il existe même un numéro vert, le 30-20, pour les élèves, les parents et les professionnels. On a même vu le président de la République faire une vidéo sur Snapchat pour toucher les plus jeunes. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le harcèlement scolaire. Et je vais vous présenter un schéma que j'ai moi-même inventé qui s'appelle le soleil au-dessus de la pyramide. Nous allons voir ensuite que dit exactement la loi et notamment le code pénal. Et enfin, je vais vous partager mes 4 solutions efficaces pour lutter contre le harcèlement à l'école. Vous devez savoir notamment que j'interviens régulièrement dans les écoles afin de sensibiliser les élèves sur ce sujet. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ? Alors, dans un premier temps, nous allons voir ensemble qu'est-ce que réellement le harcèlement scolaire. Eh bien, le harcèlement scolaire se schématise sous la forme d'un triangle avec un cercle au-dessus. C'est pour ça que j'appelle ce schéma le soleil au-dessus de la pyramide. Alors, parlons d'abord de la pyramide. Les 3 côtés représentent les 3 rôles que l'enfant va jouer. L'enfant va être soit auteur, soit victime, soit spectateur. Et si vous connaissez un enfant dans votre entourage, il est obligatoirement quelque part dans ce triangle. S'il est auteur, eh bien son état d'esprit, l'état d'esprit de l'auteur, c'est qu'il est dans l'esprit du jeu. Il est en train de s'amuser. Il rigole, il fait son intéressant en se moquant d'un autre élève. Tu vas pas, y a pas de place? Mais laissez-moi une place. Oh non, il y a plus de place. Oh là là. La plupart du temps, il ne se rend pas compte du mal qu'il est en train de faire. Le deuxième rôle, c'est celui de la victime. La victime, ce qui la caractérise, c'est la souffrance. Cette souffrance, nous l'avons vu, peut aller jusqu'à la dépression, voire même jusqu'au suicide. En réalité, c'est un élève qui va progressivement perdre confiance en soi, avoir une perte aussi de l'estime de soi, avec un sentiment d'humiliation, de dévalorisation et d'isolement. Ce sont des élèves qui, peu à peu, n'ont plus envie d'aller à l'école, se referment sur eux-mêmes, et ont parfois aussi une baisse de leurs notes, de leurs résultats scolaires. Le troisième rôle dans ce triangle dramatique, c'est celui du spectateur. Le ou les spectateurs, ce sont les autres élèves, les camarades de classe, qui bien souvent vont soit s'amuser et rigoler avec l'auteur, donc dans ce cas-là, ils sont même presque complices ou co-auteurs de la situation, et dans d'autres cas, vont être complètement passifs. Donc ce qui caractérise les spectateurs, c'est leur passivité. Ils ne vont ni soutenir la victime en allant lui parler, ni parler avec l'auteur pour lui dire que ça ne se fait pas, et ni même alerter un adulte. Et le dernier rôle dans ce schéma, c'est le cercle, c'est l'adulte qui est au-dessus, qui est extérieur, et ce qui le caractérise, l'adulte, c'est qu'il est totalement inattentif à ce qu'il se passe. Il ne voit pas du tout ce triangle dramatique, il ne voit pas du tout le harcèlement sous ses yeux. Soit il voit une situation d'amusement où les élèves sont en train de rigoler, soit, dans les pires des cas, il ne voit strictement rien. Il ne voit même pas le changement d'attitude chez la victime, et il ne voit pas les signes avant-coureurs d'un drame. Et cet adulte peut être soit un parent, soit un professionnel, et c'est pour cela que l'adulte est bien souvent complètement surpris lorsqu'un drame survient, parce qu'il n'a rien vu venir. Alors maintenant, voyons ce que dit la loi, et notamment le code pénal. Eh bien, c'est l'article 222-33-2-2 du code pénal qui définit et sanctionne le harcèlement scolaire en disant « Le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsqu'ils sont causés avec une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de 15 ans, lorsqu'ils sont commis sur une personne d'une particulière vulnérabilité par rapport à son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse. Quatrièmement, lorsque ils ont été commis avec l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Et les faits mentionnés sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis avec 2 des circonstances mentionnées. Donc, en réalité, pour faire simple, le texte du Code pénal distingue 2 éléments caractéristiques du harcèlement. Légalement parlant, il faut qu'il y ait des actes, des propos ou des comportements répétés. C'est-à-dire des moqueries, des messages envoyés sur les réseaux sociaux. Il faut des comportements répétés. Et la deuxième chose, il faut une altération, une dégradation de l'état de santé physique ou mental chez la victime. Donc cette notion de souffrance que l'on a vue tout à l'heure. Généralement, lorsqu'il y a ce type de phénomène, les parents vont porter plainte et l'enfant va être examiné par un médecin qui va lui délivrer une ITT, une incapacité totale de travail, et c'est cette ITT qui va permettre de déterminer la gravité et le retentissement psychologique du harcèlement. On voit bien que la loi prévoit aussi des circonstances aggravantes, c'est-à-dire que l'infraction sera punie encore plus sévèrement si elle est commise avec une ITT supérieure à 8 jours, donc là il y a un retentissement très important qui dépasse le seuil des 8 jours, soit parce que la victime est un enfant de moins de 15 ans, et donc c'est tout particulièrement le cas quand le harcèlement se passe avec des collégiens ou en école primaire. Lorsque la victime est une personne vulnérable, soit par rapport à son âge, une infirmité, une maladie, donc là c'est notamment les situations de handicap, et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent lorsque les faits sont faits, le harcèlement, à travers les éléments de télécommunication, comme par exemple les réseaux sociaux. Et on voit que dans ce cas-là, l'infraction est punie jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors en dernier lieu, nous allons voir ensemble, et je vais vous partager mes 4 solutions efficaces pour lutter contre le harcèlement. Et on va reprendre le schéma avec ce fameux soleil au-dessus de la pyramide, et on va s'arrêter sur chacun des personnages. L'auteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'auteur? L'auteur, il faut le prendre en charge et mener avec lui un certain travail éducatif pour lui faire prendre conscience de la souffrance de la victime. C'est-à-dire que il est probablement, d'ailleurs, probablement que lui-même est en souffrance, que lui-même a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et cette posture le pousse à se valoriser en rabaissant quelqu'un d'autre. Donc il faut faire un travail avec lui, développer l'empathie, développer la confiance en soi et lui proposer, lorsque cela arrive, un travail de réparation qui va lui permettre de faire par exemple un exposé sur le harcèlement, lui faire par exemple une lettre d'excuse. Et bien sûr, tout ce travail éducatif et pédagogique doit se faire sans jugement de valeur, sans jugement moralisateur. Pour la victime, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il faut bien sûr un soutien, c'est-à-dire que la victime elle a besoin faut qu'on lui montre qu'elle n'est pas toute seule, qu'on comprend sa situation, que l'on est en empathie avec elle. La deuxième chose qu'il faut faire, et là c'est un travail plus profond, c'est un véritable travail de développement personnel, un vrai travail de coaching pour que la victime se renforce intérieurement. Parce que en réalité, si l'enfant est suffisamment fort intérieurement, a une image de lui suffisamment valorisante, eh bien il n'y aura pas de prise, il sera immunisé finalement, il sera complètement immunisé contre le harcèlement parce que les moqueries ne vont pas spécialement le toucher. Et on n'aura pas
cet élément caractéristique de l'infraction, c'est-à-dire la dégradation de l'état de santé. Il y a des enfants qui ont un système d'autodérision suffisamment élevé, ou du répondant, tout simplement, qui fait que les moqueries, finalement, ils arrivent à vivre avec, à avancer, à garder une très haute image d'eux-mêmes, soit parce qu'ils ont été valorisés régulièrement dans la famille, avec leurs parents, depuis leur tendre enfance, soit parce qu'ils sont valorisés aussi dans le cadre scolaire, dans le cadre sportif, etc. Le mec là-dessus, il se moque des autres, il est même pas fini, lui. La troisième stratégie, ça concerne le spectateur. Bien sûr, le spectateur, on a vu qu'il était bien souvent dans la passivité. Donc le spectateur, il faut le sensibiliser à ce phénomène de harcèlement, à ce triangle, lui rappeler qu'il a un rôle à jouer, soit en allant voir la victime et en apportant un soutien, soit en allant voir l'auteur et en lui disant ce que tu fais, nous on n'est pas d'accord avec toi, et si l'auteur se sent lui-même isolé et qu'il voit que les autres ne rigolent pas avec lui, eh bien il va peut-être s'arrêter par une forme de pression sociale entre guillemets. Et aussi le spectateur peut aussi dénoncer ce qui se passe à un adulte. Alors ce qui est difficile, c'est que souvent les enfants ne veulent pas être entre guillemets des balances, donc il faut leur permettre de pouvoir parler sans forcément que ça puisse se savoir et d'avoir une confiance avec un adulte auprès duquel on va pouvoir se confesser, s'exprimer. L'adulte maintenant. L'adulte, c'est un professionnel ou un parent. Et lui, il doit être beaucoup plus vigilant, il doit être beaucoup plus attentif aux situations suspectes. Il doit vraiment veiller à voir s'il y a un changement dans le comportement d'un élève. Donc ça suppose plusieurs choses. Déjà en amont, bien en amont, il faut que l'adulte ait noué déjà des relations de confiance avec les élèves, puisque les élèves vont plus facilement venir lui parler s'il a déjà un capital confiance, un capital sympathie. La deuxième chose, c'est que l'adulte, le responsable, notamment les écoles, doivent mettre en place des mécanismes de régulation, des mécanismes notamment avec des élèves médiateurs, des élèves référents, des délégués de classe, auprès desquels on va pouvoir, les élèves vont pouvoir parler, les adultes vont pouvoir avoir des remontées d'informations par ces situations. On écoute sans juger et on cherche des solutions ensemble. Dans ce collège de zone d'éducation prioritaire, c'est une manière de recréer du lien. Et puis l'adulte, il a un rôle pédagogique. Par exemple, lorsqu'il va parler avec l'auteur, il va lui dire comment tu peux faire la différence entre du jeu et du harcèlement? Eh bien c'est très simple. Si la victime elle rigole avec toi, eh bien c'est du jeu, vous rigolez ensemble. Par contre, si la victime ne rigole pas, si elle ne veut pas rigoler là-dessus, eh bien ça peut être du harcèlement. Vous voyez, c'est des systèmes relativement simples que l'on peut mettre en place. Ça demande une vraie volonté dans les établissements, une vraie volonté politique avec éventuellement des moyens supplémentaires, et cela aussi demande un changement de mentalité parce que il faut être à l'affût de ce qui se passe et avoir un degré d'empathie, développer l'empathie auprès des élèves et auprès des adultes. Alors en conclusion, si vous pensez que cette vidéo est utile, si vous avez appris des choses, vous pouvez bien évidemment liker, commenter, mais surtout partager cette vidéo pour qu'elle soit utile au plus grand nombre de personnes. Vous pouvez également me faire part de vos impressions. Dites-moi si vous avez des solutions auxquelles je n'ai pas pensé, et ce qui nous permettra de poursuivre le débat ensemble. Vous avez dans la barre de description toutes les informations concernant mon cabinet et également concernant la médiation. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec mon cabinet en cas de besoin. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.